parole. Bonjour, donc je suis vétérinaire de formation, je travaille au ministère de l'Agriculture, au Centre d'études et de prospective. Donc là, je vais vous présenter d'abord un point sur ce qu'est le rapport homme-animal et des essais de scénarios pour ce que pourrait devenir le rapport homme-animal. Alors, le rapport animal, c'est devenu en quelque sorte un problème public. Alors, c'est un élément structurant de nos sociétés dans différents domaines, la santé publique, l'alimentation, les liens affectifs avec nos animaux de compagnie. De nombreux scientifiques se penchent sur la question et depuis quelques années, il y a une modification du paysage allant dans un sens accru de la protection des animaux. Alors, comment définir ce rapport ? C'est un concept en fait qui englobe l'ensemble des relations entre les hommes et les animaux, aussi bien les relations amicales avec notre animal de compagnie, que l'alimentation, que le partage du territoire avec des animaux sauvages, parfois indésirables, l'exploitation, la cohabitation, le travail, enfin, voilà. Il y a une pluralité de facteurs et une évolution très forte des conditions sociales et éthiques. Alors, les animaux que nous allons évoquer sont les animaux dits supérieurs. On ne va pas parler des vers de terre ou des cafards. Donc, en gros, les animaux vertébrés, doués de sensibilité, les animaux sentients, mais également les animaux qui ont un impact fort sur la biodiversité, comme les abeilles. Alors, tout d'abord, je vais définir la domestication. Alors, la domestication, c'est un élément clé dans les relations entre hommes et animaux. Quand l'homme est arrivé sur Terre, il y a très longtemps, l'animal y était déjà. Donc, pendant un temps long, les animaux et les hommes ont cohabité en s'évitant ou en s'affrontant. Puis est intervenu ce processus de domestication qui a entraîné une collaboration entre les deux. Alors, 15 000 ans avant notre ère, le chien, le loup. Et ensuite, différentes dates. La plus récente étant celle du lapin au XIVe siècle en Espagne. On m'entend mal ? Alors, la domestication, c'est un processus sur le temps long. Ça ne concerne pas un seul animal, mais sa descendance. L'homme nourrit l'animal, le protège, gère sa reproduction, en échange de quoi l'animal est pris en charge. En fait, c'est une espèce de symbiose, de collaboration, qui est décidée par l'homme, cependant. À différencier des processus ponctuels que serait le domptage, qui implique que l'homme arrive à maîtriser un animal sauvage, ou l'apprivoisement, où c'est également ponctuel, mais pour des liens, disons, affectifs. C'est un phénomène très ancien qui se renouvelle. Certaines espèces ont été domestiquées et ne le sont plus. De nouvelles espèces deviennent domestiquées. Et elle évolue pour devenir de plus en plus sophistiquée. On sélectionne les animaux pour qu'ils soient plus pratiques à élever, moins dangereux, plus sociables, plus résistants aux maladies. Donc on arrive à un animal augmenté qui satisfait plus l'éleveur. Et enfin, cette domestication, elle a scindé le règne animal entre le sauvage et le domestique. Alors, les rapports hommes-animaux sont majoritairement anthropocentrés en fonction des services qu'ils apportent à l'homme. Donc, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui mène le jeu. Ce que recherche l'homme en domestiquant l'animal, c'est la fourniture de nourriture, le travail fourni par l'animal. Enfin, c'était surtout au XIXe siècle, évidemment. L'entretien de l'environnement, contribution à la santé par les animaux d'expérimentation, l'habillement aussi avec la laine, la soie,
le sport, la distraction, la compagnie, surveillance, protection. Et enfin, il y a les relations indésirables subies par l'homme, les prédations, la diffusion de maladies, les attaques, destruction de récoltes par des animaux généralement plus des animaux sauvages. Alors un petit point aussi sur ces animaux qui sont à cheval sur le sauvage et le domestique, qui sont nos animaux sauvages des villes, généralement mal vus et indésirables, les animaux liminaires. Donc il y a un ouvrage qui est sorti récemment qui s'appelle Zootopia, qui prend un petit peu la défense de ces animaux mal aimés, les rats, les pigeons. Et un professeur de l'école des arts et métiers, du nom de monsieur Régnier, donc, prend un petit peu la défense des rats qui sont exterminés en ville. Bon. Alors c'est vrai que les rats n'attirent pas grande sympathie, mais bon, l'argument de ce monsieur qui est professeur de droit dit que quand même l'homme fait un petit peu un abus de pouvoir en décidant que la ville lui appartient à lui tout seul. Enfin bon, j'espère ne pas déformer sa pensée. Donc en gros, les animaux sont élevés s'ils apportent des bénéfices et combattus s'ils occasionnent des nuisances. Alors le cadre juridique, il a beaucoup évolué, donc je ne vais pas revenir au siècle dernier, mais simplement, tout récemment, enfin en janvier 2015, il y a eu une modification du Code civil qui disait que l'animal était un être sensible. Donc c'était une grande avancée. Certains députés ont estimé que ça n'était pas une avancée suffisante, qui auraient aimé que la loi aille plus loin pour faire de l'animal, pour donner à l'animal un statut qui pourrait se rapprocher d'une personne en état de dépendance. Enfin bon, certains réfléchissent à un statut qui se rapprocherait, paraît-il, de l'état du foetus. Mais tout ça n'est encore qu'à l'ordre de réflexion, et ce serait tout à fait déstabilisant que l'animal ait ce type de statut pour son devenir et pour son exploitation qui est quand même nécessaire. Alors, on observe quand on regarde ce cadre juridique une dualité forte entre l'animal domestique qui est protégé, puisque l'homme le prend sous sa protection, que ce soit la vache ou le chien, et l'animal sauvage qui est res nullius, qui n'est pas protégé à titre individuel, mais protégé en tant qu'espèce s'il appartient à une espèce protégée. Donc, l'animal domestique est régi par 3 codes, code civil, code pénal et code rural. L'animal sauvage est régi par le code de l'environnement. Et certains députés avaient demandé une évolution de son statut dans le code de l'environnement, donc qui dépend du ministère de l'écologie, enfin de la transition écologique. Pour l'instant, ça n'a pas été modifié, mais c'est vrai que si vous écrasez un hérisson sous votre chaussure, vous ne risquez rien volontairement, vous ne risquez rien sur le plan pénal. Donc il y a peut-être une évolution à envisager. Alors, l'image de l'animal, elle évolue avec beaucoup de représentations. Représentations sur les sites sociaux, les sites internet, les fameuses vidéos de L214, certaines vidéos qui montrent des images d'animaux très gentils, très intelligents. Et en parallèle, l'animal est de plus en plus absent physiquement de nos vies. Il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années, les gens avaient toujours des animaux autour d'eux. On avait la grand-mère à la campagne, le cousin, on voyait quasiment au quotidien des animaux, même de ferme. Maintenant, on les voit plus en représentation. Alors ces représentations, elles sont souvent idéalisées. Dans les contes pour enfants comme Bambi, l'animal est gentil, l'homme est méchant. On a tous pleuré quand on a tous pleuré avec Bambi quand sa mère est morte. Ça marque un enfant. Alors, je vais accélérer un peu. Donc, nos 3 catégories d'animaux, donc les animaux sauvages
et les animaux domestiques qui sont de rente, qui rendent des services, qui fournissent de la nourriture, et de compagnie qu'on élève pour leur compagnie, pour l'affection qu'on leur porte et qu'ils nous portent. Alors cet animal sauvage, donc, en fait il est sauvage mais pas trop, parce que tout est organisé, il peut être protégé, il peut être nuisible, auquel cas il est chassé, il est géré. Donc ça n'est plus l'animal qui n'est pas géré du tout, ça n'existe quasiment plus. Il peut être chassé pour être mangé aussi. Alors cet animal sauvage, il pose, c'est sûr, des soucis, la prédation, la transmission de maladies quand il s'approche trop des animaux domestiques, donc on le met un petit peu à distance. L'animal domestique d'élevage, donc il est indispensable, hein, élevé pour ses productions, la viande, les productions vestimentaires également, les autres. Donc une domestication de plus en plus poussée pour qu'il soit de plus en plus adapté à la cohabitation avec l'homme. Et en parallèle, un souhait de revenir à des races rustiques, puisque aussi bien dans la filière porc que la filière bovine, il y a quelques races qui dominent et des races qui sont en risque de disparition. Alors, le ministère de l'Agriculture met toujours en avant des jolies races. Donc là, c'est la vache fine, une bretonne pinoire qui était la mascotte du salon 2017. L'animal domestique de compagnie, donc entretenu pour sa seule compagnie. Une industrie de services qui se rapproche de ce qui est offert aux humains. Alimentation particulière, salon de toilettage, hôtel, restaurant parfois. Et là, évidemment, des vétérinaires qui sont tout à fait au fait. Alors, en 2015, donc, on a commencé à réfléchir dans le bureau où je travaille à l'idée de scénario pour anticiper l'évolution du rapport. Alors, une prospective, donc, pour effectuer cette prospective, nous avons formé un groupe de 6 personnes, donc 3 personnes de mon bureau, moi et 2 autres, et nous avons fait appel à 3 experts qui avaient des profils variés. Donc Jean-Denis Vigne travaille au muséum, archéozoologue, spécialiste de la domestication. Jocelyne Porcher est directrice de recherche à l'INRA, sociologue également, enfin sociologue comme le 3e, mais elle a eu une autre vie. Elle a été éleveuse de chèvres, en élevage, disons, familial, et éleveuse de porcs en élevage industriel. Donc elle connaît très bien le monde de l'élevage et même des élevages. Et Jérôme Michalon est sociologue, spécialiste du soin par l'animal. Donc son livre, qui est très intéressant, s'appelle « Penser, PAN, avec les animaux ». Donc Jean-Denis Vigne a également beaucoup écrit, Jocelyne Porcher beaucoup. Voilà, donc avec ces personnes, nous nous sommes réunis à 4 reprises. Nous avons fait un choix d'abord nous avons chacun imaginé des variables, des faits qui pourraient intervenir sur l'évolution du rapport. Au début, il y en avait 80, donc nous avons recoupé, puisque certaines se chevauchaient, pour en arriver à 70. Nous avons voté, et pour finir, nous avons sélectionné 26 variables. Alors la variable, ça pouvait être alimentation diversifiée, ça pouvait être expérimentation animale. Nous les avons regroupées en 6 composantes. 6 composantes donc, qui étaient les macro-contextes, donc ce qui gère un petit peu l'organisation du pays, donc dynamique urbain-rural, démographie humaine, et le climat social, puisque ça aussi, ça influe, enfin, et on a voulu voir ça au sens très large. Ensuite,
la nature et la biodiversité, la santé, question de santé animale, humaine, système alimentaire, les relations domestiques et les débats et les représentations. Donc parmi les débats et les représentations, la mort animale par exemple. Est-ce qu'on la cache? Est-ce qu'on préfère ne pas la voir? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on la refuse? Alors, pour chacune de ces composantes, nous avons fait des micro-scénarios. Par exemple, système alimentaire, on a fait un micro-scénario, je donne un exemple. Plus personne ne mange de viande. Qu'est-ce qui se passe? On avait donc différents micro-scénarios, 4 ou 5 par composante, qu'on a regroupés pour faire des scénarios globaux, donc en passant du micro-scénario nature-biodiversité à un scénario question de santé. Et on est arrivé à 7 ou 8 scénarios, on en a gardé 5. En général, c'est le chiffre maximum. Alors, il n'y a pas de scénario idéal. Ce ne sera certainement pas un scénario complet qui sera l'avenir, ça pourra être un mélange des différents scénarios ou même aucun. Mais donc voilà, je vais décrire, passer scénario par scénario. Alors le premier, un rapport économe à l'animal, ce serait un contexte économique pas catastrophique, mais pas fameux non plus. Sobriété forcée, certaines tensions. Alors, le sort des animaux évolue. On reconnaît leur utilité sociale. On remet l'animal au travail. On remet l'animal au travail dans ce scénario. Donc, on reconnaît ses mérites. L'offre alimentaire donc, est segmentée. On a besoin de protéines à bas coût. Il y a toujours la montée des protéines végétales, mais il y a également une demande pour la viande de qualité pour les gens qui ont les moyens. Voilà, le monde agricole est dualisé. Alors, je vais aller un peu plus vite. La mort animale, elle est tolérée, elle est acceptée, mais on veille au bien-être. Voilà, les éleveurs ont multiplié les opérations. On sait que l'animal est abattu sans souffrance. Enfin, c'est admis. Voilà. Au niveau de la santé, donc, comme la situation n'est pas forcément très positive, on fait passer les animaux d'abord. On soigne les animaux par priorité pour protéger les hommes. Alors, les thérapies animalières, qui sont un petit peu un luxe, les chiens d'aveugle ou les cuithérapies, sont réservées à certains. Et enfin, la biodiversité, qui est un petit peu dans un contexte économique tendu, qui passe un petit peu au second plan, est réservée à quelques espèces phares, le loup, l'ours, le lynx, quelques espèces protégées, mais ça n'est pas la priorité. Alors le scénario 2, l'animal intégré, c'est un scénario plus souriant. Donc le contexte économique est plus favorable. Il y a une bonne entente entre l'urbain et le rural. Les animaux sont très présents. C'est le scénario où les animaux sont le plus présents. Ils participent au travail. Ils sont appréciés, ils se fondent dans l'équilibre paysager, on les valorise y compris pour les soins qu'ils peuvent apporter. Donc, Jérôme Michalon a mis ce point en avant et c'est très intéressant d'ailleurs. Il y a une santé environnementale et enfin il y a des bonnes relations de compagnonnage, une convergence des statuts aussi. Dans ce scénario, on peut espérer que l'animal sauvage tous les animaux sauvages soient respectés. Alors le scénario 3, il est plus dur. Donc là, la situation économique est assez nettement dégradée.
il y a des troubles sociaux. On est dans un monde dominé par l'urbain, mais l'urbain un petit peu dur, quoi. Alors on va dire qu'on est peut-être dans les territoires, enfin pas les territoires perdus de la République, mais la France périphérique de Christophe Guillouis. D'un côté les urbains, de l'autre côté les ruraux un peu oubliés. Il y a des risques zoonotiques au niveau national, au niveau mondial. Il y a eu un piratage dans un laboratoire de virus. Enfin, on a peur, on craint le terrorisme. Donc là, vraiment, les médicaments phares sont encore plus réservés aux humains. Il y a un quadrillage sanitaire important, mais c'est vraiment pour protéger l'homme. La biodiversité, elle passe carrément au second plan. Et on trouve plus pratique d'avoir des réserves génétiques. Voilà, s'il faut faire réapparaître certaines espèces, on a les gènes, on ne va pas s'embêter à élever des animaux sauvages qui... Voilà. Et le divorce entre les systèmes alimentaires est de plus en plus fort, en fait. Voilà, donc les antispécistes sont toujours présents. Ils demandent l'abolition de la mort utilitaire et de l'exploitation des animaux. Mais parallèlement, il y a des gens qui ont besoin de protéines à bas coût. Enfin, il n'y a pas... ils sont présents, mais un petit peu en arrière quand même. Alors, le scénario 4, c'est un scénario où... Les thèses abolitionnistes, sans avoir gagné complètement, ont pris beaucoup de puissance. Alors c'est un scénario où l'économie est plus prospère. C'est dominé également par les urbains, mais des urbains, on va dire, plus bobos. La question animale est très importante. Mais parallèlement, paradoxalement, les interactions entre les hommes et les animaux se réduisent. Pourquoi ? Parce que on n'a plus le droit d'exploiter l'animal, en fait. On va vers le tout végétal, donc il y a de moins en moins d'élevage. Une majorité de gens sont devenus végans. C'est-à-dire non seulement ils ne mangent plus de viande, mais ils n'ont plus de chaussures de cuir, plus de pulls de laine. Donc, les élevages disparaissent, les exploitations également. Alors, on garde évidemment quelques animaux pour maintenir de la biodiversité, mais bon, les cabinets vétérinaires n'ont plus tellement d'utilité. Voilà, une pétition tous animaux, tous égaux va vers la demande de l'antispécisme. Et en fait, l'animal disparaît également dans les enjeux de santé. On n'a plus le droit de l'exploiter. Donc bien sûr, l'expérimentation animale n'existe plus. Ça va aussi vers un abandon des animaux en animaux de compagnie. Donc certains estiment qu'avoir un chien ou un chat chez soi, c'est l'asservir, qu'on ne lui offre pas la vie qui lui convient. Et d'autres estiment que tout compte fait, c'est très contraignant et que les robots ont fait beaucoup de progrès, donc bon, un robot, c'est pratique. Quand on en a marre, on appuie sur le bouton, on n'a pas à s'en occuper. Il y a un quadrillage environnemental, mais c'est vrai. Bon, on veut maintenir une biodiversité, mais qui est vraiment loin des activités humaines. Donc, dans ce scénario, on adore les animaux, mais on les voit de moins en moins. Et enfin, pour finir, un scénario qui n'est peut-être pas si mal, tout compte fait, qui est un petit mélange de tous, qui n'est peut-être pas très éloigné, qui est peut-être celui qui ressemblerait un peu à notre société actuelle, mais bon, par certains côtés uniquement. Enfin, il n'y a pas de scénario idéal. Donc, c'est une société qui est relativement prospère, moyennement individualiste, assez politisée,
il y a des inégalités, mais la question animale, elle existe. Elle n'est pas, pour certains, elle est prioritaire, pour d'autres, elle est secondaire. Il y a des alimentations particulières. Il y a des végétariens, des carnivores. Le militantisme pour animal, il est un petit peu en vitesse de croisière. Maintenant, les gens sont un petit peu blasés de toutes les vidéos, ils en ont trop vu, donc bon, les militants pro-animaux ne savent plus trop comment faire. Donc il y a parfois des actions d'envergure, des libérations sauvages d'animaux, des élevages, mais bon. On a intégré les enjeux sanitaires, on donne la priorité aux maladies transmissibles, mais on protège les animaux. On a légitimé les biotechnologies animales qui, dans le scénario 4, étaient interdites puisque toute exploitation était interdite. Donc les biotechnologies animales, les animaux génétiquement modifiés, mais également les animaux pour les greffes, par exemple. Et en fait, les progrès scientifiques sont favorisés. L'écosystème est assez maîtrisé. Donc, il y a toujours une différenciation fonctionnelle du statut de l'animal. Et en fait, juridiquement, ça reste en l'état. Donc, alors, il y a sans doute des scénarios sur lesquels je suis passée trop rapidement, mais c'était... voilà, le temps était contraint. Alors, pour finir, donc, je vais terminer sur une citation. Enfin, nos rapports avec l'animal, avec les animaux, dépendent de l'animal, dépendent de l'homme. Alors, je vais terminer sur une citation de Winston Churchill, que j'aime bien, qui disait « J'aime les porcs. Le chien vous regarde avec vénération, le chat vous toise avec dédain, mais le porc vous regarde dans les yeux et il est notre égal. » Merci Madeleine.